mesdames et messieurs, on va faire une petite pause parce que c'est le cas chaque année sur les essais hivernaux. Il y a toujours des nouveaux, c'est normal, c'est trop bien. Mais surtout, en fait, il y a toujours ces mêmes questions qui reviennent, qu'on réexplique chaque année, avec grand plaisir évidemment, sur les pourquoi. Et on voit d'ailleurs aussi sur quelques essais hivernaux, sur les pourquoi, on voit des voitures avec des espèces de grilles de barbecue, de plaques de des plaques de cuisson, des grilles se trimballer sur les bagnoles, etc. Ça permet aussi de faire un petit point sur comment on fonctionne en Formule 1 et notamment sur le début des essais hivernaux, qui est vraiment primordial pour le coup, pour toutes les équipes, peu importe les réglementations qu'on a, et je pense qu'il le sera encore plus en 2026 parce que on est sur notamment une nouvelle règle. Là, cette année, effectivement, on a besoin de faire de la mesure. Justement, les essais hivernaux ont vocation à tester la voiture, à comprendre la voiture, et il y a tout un chemin et tout un plan de travail qui est mis en place par toutes les équipes pour pouvoir justement comprendre la voiture, comprendre les réglages, comprendre ses limites et surtout comprendre les qualités, les défauts, et donc derrière de pouvoir réajuster entre guillemets un plan de marche pour la saison en cours, pour la saison qui va commencer là d'ici un peu plus de 2 semaines là déjà, et donc pouvoir amener des évolutions tout au long de la saison en fonction des circuits, en fonction des conditions et en fonction des défauts et des qualités de la voiture. Là, le truc pour le début des essais hivernaux, la première chose qu'on fait le premier jour en matinée, et on le fait généralement aussi un petit peu sur les débuts de séance sur le reste des essais hivernaux, mais la première chose qu'on fait, quasiment tous les pilotes même ce matin, c'était de faire donc des mesures. Pour faire des mesures, on a plusieurs moyens de le faire. On a donc des sondes pitot qu'on met un peu partout sur la voiture en fonction de ce qu'on veut mesurer, et on a aussi de la peinture. La peinture, donc c'est ce qu'on appelle la flow-vis, c'est de la peinture qu'on met sur la carrosserie et qui va s'écouler avec de l'air dessus. Rapidement, ces mesures, elles servent à quoi? Et pourquoi elles sont importantes? Ces mesures, elles servent à enregistrer des données pour bien faire correspondre ce qui se passe dans la réalité par rapport à ce qu'on a vu en CFD, donc en mécanique des fluides par ordinateur, et en soufflerie. Donc globalement, en fait, pendant un an, si vous préférez, on a entamé le projet 2025 de la voiture en début 2024. Et pendant un an, on a travaillé en soufflerie, on a travaillé sur les ordinateurs pour faire de la mécanique des fluides qui demande beaucoup d'énergie aux ordinateurs, etc. Et les écuries sont d'ailleurs limitées en temps en fonction du classement du championnat pour tout ce qui est temps d'utilisation de la soufflerie et temps d'utilisation de la CFD. Une fois qu'on a fait tout ce travail, en fait, on développe au fur et à mesure notre voiture. Et puis arrive le moment où, on construit la voiture et on va la poser sur la piste. Et là, il y a un truc hyper important. On va faire donc de la corrélation. La corrélation, c'est de faire correspondre ce qu'on a trouvé à l'usine sur les ordinateurs avec la réalité. Et pour le faire, faut bien des capteurs. Il faut bien récupérer de la donnée pour comprendre ce qui se passe sur la voiture dans le réel. Pour ce faire, du coup, on installe des sondes pitot. Les sondes pitot, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits doigts avec à l'intérieur des capteurs de pression qui mesurent la vitesse de l'air, typiquement. Ça, vous en avez notamment sur les avions. C'est extrêmement important d'avoir une sonde pitot sur un avion parce que ça vous donne la vitesse de votre véhicule par rapport au vent. Pourquoi on fait par rapport au vent? Parce que c'est méga important. Et je vais prendre encore une fois l'exemple de l'aviation. Typiquement, on a 2 mesures qu'on a généralement pour le commun des mortels en aviation. On a la vitesse air et la vitesse sol. Et ce sont pas forcément les mêmes vitesses. Parce que la vitesse sol, c'est notre déplacement, notre vitesse de déplacement par rapport au sol. Donc notre référentiel à nous, commun des mortels, quand vous prenez le TGV, quand vous prenez la voiture, etc., vous avez la vitesse sol. Donc c'est votre déplacement dans l'espace. Et donc cette vitesse-là, nous, on la comprend. Mais pour les avions, il y a une vitesse qui est beaucoup plus importante, entre guillemets, c'est la vitesse air. Parce que la vitesse air, elle va varier en fonction des vents, en fonction de la pression atmosphérique, en fonction de plein de choses. L'environnement de l'air et non plus de votre référentiel de l'environnement du sol. Et donc, typiquement, vous avez peut-être vu ça sur Instagram, dans des Reels ou sur TikTok, j'en sais rien, mais il se peut que s'il y a beaucoup trop de vent, mais c'est un phénomène qui reste quand même relativement rare, un avion peut décoller en faisant presque du surplace. On va parier plutôt sur les petits avions que les gros avions, évidemment, mais globalement, tu peux faire du 200 km/h en vitesse sol, mais comme tu as un vent de face, ta vitesse air, elle va être plus élevée parce que tu as un vent de face. Un vent de face de 100 km/h par exemple. Et donc du coup, ça a une incidence sur l'aérodynamisme de l'avion parce que si tu fais du 300 km/h du coup en vitesse cumulée, parce que tu fais 200 km/h par rapport à ta vitesse sol, donc tu avances de 200 km/h, mais tu as un vent de face de 100 km/h, donc du coup, en fait, aérodynamiquement parlant, tu te déplaces dans l'air à 300 km/h. Je simplifie énormément, évidemment. En Formule 1, pour mesurer justement l'aérodynamisme de la voiture, on va pas prendre
prendre le référentiel seulement de la vitesse sol, mais on va justement prendre le référentiel de la vitesse R. Et donc c'est pour ça qu'on a ces petites sondes pitot qu'on va placer à plein d'endroits de la voiture. On a plusieurs endroits qui sont relativement intéressants et assez importants parce que c'est des endroits qui sont difficiles à mesurer sur ordinateur. Là, par exemple, sur la voiture de Piastri, on a des sondes pitot qui sont au niveau de entre le ponton et le train avant. C'est une zone qui est extrêmement critique parce que c'est un peu une zone où on peut pas faire entre guillemets grand chose. Et donc là, vous allez avoir, vous voyez, plein de petits points ici, 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 en quadrillage, tu vois. Donc tout ça, c'est des petits points. Tout ça, c'est des petites sondes qui mesurent la pression de l'air qui rentre. Donc ça peut déterminer la vitesse. On peut l'interpréter derrière de plein de manières différentes. Mais tu vois, tu peux en mettre un peu partout. Bon. Et tous ces petits points-là sont hyper intéressants parce que c'est des zones qui sont extrêmement difficiles à mesurer ici. Parce qu'on a la turbulence du pneu avant. La roue qui tourne dans ce sens, forcément, va créer des turbulences d'air derrière qui vont venir perturber les flux aérodynamiques qu'on essaie de maîtriser par l'aileron avant. Et donc du coup, les flux aéros, on essaie justement de les maîtriser avec l'aile avant. On essaie de les maîtriser un minimum avec les bras de suspension par exemple. On essaie de les maîtriser avec la forme du nez ici. Et surtout ce qu'il y a dessous et comment l'air s'engouffre dessous ici. Et donc toutes ces sondes pitot permettent de comprendre comment l'air turbulent du pneu se comporte et permet peut-être aussi d'affiner les flux, comment on veut travailler justement les flux aéros qui partent de l'aileron avant et qui vont jusque vers l'entrée du fond plat, les pontons, le dessus du ponton, et c'est déjà pas mal. Donc toutes ces sondes pitot sont hyper intéressantes. Je rajoute aussi que celles que je vous ai entourées en vert permettent aussi de comprendre le phénomène d'outwash dont on parle tout le temps et qui est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. Ce phénomène d'outwash, c'est de sortir l'air turbulent et de sortir aussi l'air qu'on a sur le côté de la voiture. Genre le phénomène d'outwash, c'est de faire prendre tout cet air-là qui arrive ici et de le faire sortir derrière le pneu avant qui est là, et de le faire sortir le plus loin possible pour que justement on n'ait plus à s'en soucier. Et donc les sondes pitot que vous avez là vont récupérer de la data sur la pression d'air qui se passe à cet endroit-là et donc comprendre comment ça se passe. Donc ces sondes pitot, elles servent effectivement à comprendre, à engranger la donnée de pression d'air pour comprendre les flux aéros. Vous avez la même chose donc du coup que vous pouvez retrouver, là on n'en a pas eu aujourd'hui. Vous avez donc la même chose sur l'arrière de la voiture. Là ici on va vouloir mesurer le fond plat tout simplement, le diffuseur, le travail du diffuseur, à quel point on arrive à faire sortir de l'air, à quel point cet air est en pression basse ou pression haute, parce que la pression basse permet de créer de l'appui globalement. Bon, encore une fois, je fais des milliards de raccourcis, mais c'est pour aller plus vite. Et puis là, pareil, tu vois, tout ça, c'est pour mesurer la turbulence du pneu arrière, mais aussi la turbulence de tout ce qui se passe ici, en amont, et qui arrive peut-être sur le côté du pneu là, ou sur le dessus, et surtout évidemment sur le côté. Et donc de comprendre à quel point le pneu arrière et toutes les turbulences qu'on engrange ou qu'on essaie de sortir du pneu avant viennent perturber, par exemple, surtout ici, le travail du diffuseur parce qu'on veut faire absolument sortir la turbulence des pneus arrière et des pneus en règle générale du système aérodynamique de la voiture pour que on gagne le plus en efficacité au niveau du diffuseur. Donc là, on a une vue, par exemple, de Piastri, donc des sondes pitot qu'on a vues tout à l'heure, là. Donc c'est les mêmes que celle-là. Donc là, pareil, là on veut vraiment tout mesurer et vous voyez qu'on mesure aussi là l'entrée du fond plat qui se trouve ici. Donc l'air qui part comme ça ou qui vient même directement comme ça de l'aile avant. Toutes ces sondes pitot là permettent de comprendre combien il y a d'air qui va rentrer sous la voiture. Derrière, je suppose qu'on doit avoir des capteurs aéros qui doivent être sous la voiture parce qu'il y a plus de 600 capteurs, il me semble, sur une Formule 1, donc il y a de quoi faire. Et puis vous avez quand même, là vous avez par exemple deux petites sondes pitot en haut. Là, on les voit pas très bien, mais ici et là, qui sont peut-être plutôt, je dirais, alors ça c'est juste une supposition, je vais y arriver. Ça doit être des sondes pitot de référence de l'air. C'est-à-dire, on les place très haut pour avoir juste en mode, ok, voilà le point de référence de la voiture qui roule. Parce que vous vous doutez bien que toutes les sondes pitot qui récupèrent de l'air ici et de la pression d'air vont être toutes différentes les unes des autres, et donc il nous faut quand même une sonde pitot de référence pour comprendre à combien roule la voiture et à combien la voiture se déplace dans l'air. On sait à combien elle roule à peu près, on a un compteur de vitesse, ça c'est pas un souci, mais on a besoin de savoir à combien elle se déplace dans l'air. Et donc on a deux grosses sondes pitot tout en haut qui sont en dehors de tout flux aérodynamique qui a été conditionné par l'aile avant et qui sont juste les références pour les datas. Donc tout ça,
Ça, c'est les sons de Pitot, ce qui nous permet de balancer ça dans un programme informatique probablement, pour faire de la CFD, pour faire de la soufflerie, et donc comprendre tout ça. Et derrière, de savoir si ce qu'on a théorisé par ordinateur pendant un an se retrouve bien dans le réel, ou en tout cas si les chiffres matchent en termes de proportion plus qu'en termes d'absolu. C'est-à-dire qu'on va pas retrouver exactement la même chose, mais faut que les liens soient logiques. Et que ce soit pas genre ah bah là c'est le bordel, là non, là ça correspond complètement, mais là pas du tout. Faut que l'ensemble soit logiquement correspondant entre les deux. Je sais pas si c'est très français, je suis désolé, j'essaye, mais voilà. Donc ça c'est méga important, et pendant l'année, pendant certaines séances d'essais libres, notamment sur les essais libres 1, vous allez sans doute voir des sons de Pitot apparaître une fois de temps en temps, histoire de refaire un peu de corrélation. Ça, c'est un job qui est méga important. Ça, c'est le job numéro 1 qu'il faut absolument faire pendant les essais hivernaux, et qui va conditionner le reste de l'année pour les écuries. Parce que derrière, ça, c'est de la data réelle. C'est de la donnée réelle, brute, qu'il va falloir aussi bien traiter, et qui va permettre, donc comme je vous le disais, de comprendre si ce qu'on a trouvé en CFD à l'ordinateur, ça fonctionne, mais ça va permettre aussi de calibrer, par exemple, le simulateur. Ça va permettre de comprendre est-ce que le simulateur, il déconne pas. Parce qu'aujourd'hui, on développe énormément de pièces par simulateur, parce que du coup, globalement, on sait le gain qu'on va avoir sur un aileron avant. Donc du coup on va rentrer, ok, bah le gain c'est tant en termes d'aéro, c'est tant sur un virage faible vitesse, tant sur un virage moyenne vitesse, tant sur un virage grande vitesse. Donc on rentre ces données là dans le simulateur, donc le pilote va pouvoir donner un ressenti. Mais le problème c'est que si le simulateur est pas bien calibré et que le pilote va donner un ressenti, mais en fait il va pas bien se correspondre à l'ordinateur de la CFD, et donc c'est pour ça qu'on fait toutes ces mesures là. Donc là vraiment c'est méga important, et c'est méga important que tout corresponde. Si ça correspond pas, vous avez des chances d'aller dans le mur. C'est le problème qu'a eu Aston Martin sur les dernières années, c'est le problème qu'a eu As en 2019, où Romain Grosjean dit dans le ressenti ça va pas, il y a un problème. Et en fait, sur les datas, tout correspondait, mais la calibration n'avait pas été faite de bonne manière, ou on n'avait pas la bonne interprétation, etc. Donc du coup, effectivement, c'est méga important. Si vous n'avez pas une bonne corrélation, vous vous tirez une balle dans le pied, parce que vous allez probablement faire fausse route. Donc ça, c'est le vrai problème. Si vous avez une bonne corrélation, ça gaze, let's go, on avance, etc. Et donc derrière, plus votre corrélation est forte, plus vous êtes précis dans votre modèle à l'usine, plus les pièces que vous allez développer vont avoir tendance à retrouver la performance que vous attendez en piste. Et donc le gain, il peut être potentiellement énorme. Vous pouvez perdre énormément comme gagner énormément, parce que du coup, si vous avez une très forte corrélation, si vous avez une très bonne corrélation, vous perdez moins de temps en développement parce que vous êtes certain de ce que vous faites. En tout cas, vous êtes plutôt certain de ce que vous faites. Et en plus de ça, vous retrouvez de la performance tout de suite. Enfin, vous trouvez la performance que vous avez voulu créer en soufflerie et par ordinateur. Vous la retrouvez facilement sur piste. Donc, c'est méga important. Je le souligne encore une fois là-dessus. Je vois la question dans le chat. Est-ce qu'il y a un intérêt de relever ces pressions-là, d'avoir des sons de Pitot et puis de suivre une autre voiture justement de près pour comprendre les turbulences, etc. Dans ma tête, c'est pas le même travail, parce que du coup, tu vas regarder comment la voiture se comporte dans un air qui est plutôt sale, et c'est vrai que ça me permet de rebondir un petit peu là-dessus. Le but du jeu quand tu as ces sons de Pitot-là, c'est d'arriver dans un air qui est propre, qui est pas perturbé. Et c'est pour ça que c'est aussi un peu difficile, mais ça peut être tout à fait intéressant d'avoir aussi des coups de vent, des petites rafales de vent ou ce genre de choses, pour comprendre comment ton système aérodynamique se fait perturber aussi, et à quel point la voiture peut être sensible au vent. C'était le gros problème de la Williams il y a 2 ans, je crois, où typiquement, un gros coup de vent dans un virage rapide, l'air se barrait sous le fond plat, la voiture décrochait direct, et alors là, c'est pas drôle du tout. Donc, dans du dirty air derrière une voiture, je suis pas certain qu'on y gagne beaucoup. Si on avait beaucoup d'essais privés, peut-être que ce serait intéressant de faire rouler des voitures l'une derrière l'autre pour comprendre ce qui se passe. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, le but du jeu, c'est de faire de la corrélation, donc de comprendre ce qui se passe entre l'ordinateur à l'usine et la réalité sur la piste. Quand tu suis une autre voiture, on va plus faire appel au talent du pilote, à l'adaptabilité du pilote et son pilotage pour gérer justement ces ressentis de perte d'aérodynamisme entre guillemets, et donc perte d'adhérence derrière, plus que de l'intellectualiser entre guillemets et de le chiffrer par de la donnée.
En vrai, est-ce qu'un jour on pourrait avoir une petite grille de son, petit pito en course pour les équipes de fond de grille, genre Kicksauber? Alors non, parce que je pense que c'est plus un problème de réglementation dans le sens où c'est des éléments qui sont dangereux et qui peuvent se détacher et qui peuvent devenir des éléments qui soient des objets qui peuvent devenir un danger pour d'autres concurrents sur la piste. Donc non, c'est autorisé en tout cas en essais hivernaux, ça c'est normal, et en essais libres, mais en séance de qualification et de course et en Grand Prix, c'est pas autorisé pour le coup. Voilà. Ok. Deuxième manière de prendre des informations sur l'aérodynamisme de la voiture, parce qu'on travaille aussi beaucoup là-dessus. Donc on reste sur l'aérodynamisme, je vais y arriver. Les fameuses peintures, la fameuse Flovis. Donc typiquement, on a Liam Lawson qui est sorti ce matin avec de la peinture sur la bagnole. Là, l'objectif est un petit peu différent des sondes Pitot. Les sondes Pitot, vous avez compris, c'est pour comprendre l'air autour de la voiture. Là, c'est pour comprendre l'air sur la voiture. Parce que en aérodynamisme, en mécanique des fluides en tout cas, l'écoulement de l'air sera toujours un petit peu différent quand on est proche de la carrosserie et quand on s'en éloigne un petit peu. Il y a du frottement, il y a de l'air qui peut se détacher entre guillemets en fonction de la courbe de l'objet, etc. Et donc, on veut comprendre où est-ce que l'air se trimballe sur la carrosserie et s'il est entre guillemets bien attaché dessus. Tu vois, ici là, on a un petit trou où la peinture est pas allée. Donc ça veut dire potentiellement, je dis bien potentiellement, que l'air en tout cas qui s'écoule le long de cet appendice de la voiture, le long de la carrosserie, on va appeler ça facilement, de la voiture, il se peut que en fait, l'air décroche ici, mais globalement, en fonction justement de l'écoulement de la peinture, on va suivre le chemin de l'air. Et c'est ça qui est méga intéressant, c'est que au final, si je fais ça, voilà, si on regarde bien, globalement en fait, donc la peinture fait un peu comme ça, et puis quand elle arrive là, elle fait hop là. En fait, elle prend un virage, et pareil ici, là, elle part, et puis au lieu de prendre à gauche, ben, hop, elle prend à droite. Donc là, en fait, t'as effectivement une espèce de bosse qui fait que l'air ne s'y attache pas du tout. Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on n'a pas envie de ça? Ça dépend, en fait. Ça dépend, là, pour le coup, c'est en fonction de ce que veulent les ingénieurs, c'est en fonction de ce que veulent les aérodynamiciens, etc. Donc là, pour le coup, j'ai aucune idée de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Personne ne peut savoir. C'est en fonction de ce que recherchent les aérodynamiciens. Puis ensuite, effectivement, tu vois, là, l'air arrive ici, enfin, l'air s'écoule ici. Puis on pourrait dire que, tu vois, globalement, le chemin que l'air prend, c'est ça, tu vois. Le chemin naturel qu'on aurait tendance à l'œil nu de voir. Sauf qu'avec la manière dont est agencée, en tout cas cette pièce sur cette voiture, comme tu peux le voir, globalement, il y a un gros virage qui est pris ici. Donc, ça veut dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a de l'air qui se déplace d'une autre manière. Là, du coup, j'ai un peu du mal à voir parce qu'on est un peu trop proche et la tête dans le guidon. Mais tu vois, globalement, voilà, ça fait un espèce de S, un espèce de virage qui fait que l'air se déplace de telle ou telle manière. On va aller voir cet exemple-là. Donc là, c'est Max Verstappen. Ça, c'était il y a 1 an ou 2. 2 ans, je dirais. C'était 2023. Et donc là, on voit à peu près l'écoulement de l'air sur l'ensemble du dessus du fond plat, sous la coupe, sous cette fameuse coupe de ponton. L'air qui vient donc de derrière les suspensions avant, jusque donc ici là, jusque vers le dessus du diffuseur, on n'est pas loin. Et donc ça permet de comprendre comment l'air s'écoule et quelles sont les grosses zones de pression aussi, parce que va y avoir des endroits, comme vous le voyez, genre ici par exemple, où l'air est, enfin la peinture est un peu plus forte, donc elle s'écoule peut-être un petit peu moins. Donc ça veut dire que l'air est en plus faible pression. Attends, je pense, parce que si c'est forte pression, ça va plus. Non, c'est plus faible pression. Du coup, l'air va un petit peu moins vite entre guillemets. Encore une fois, je fais beaucoup de raccourcis parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Mais on fait beaucoup de raccourcis pour essayer de schématiser le truc, tu vois. Typiquement, on a même un exemple encore plus probant, tu vois, c'est que là ici, il y a une grosse couche de peinture qui est pas partie, qui s'est pas en tout cas diluée au fur et à mesure, parce que c'est le but du jeu de cette peinture là. Donc l'air ici s'écoule entre guillemets mal. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça, on peut pas l'interpréter nous. Moins vite, forte pression. Voilà, merci. Donc plus vite, faible pression. J'ai toujours un doute. Même à force d'en parler, il y a toujours des doutes. Et donc effectivement, tu vois, là on a vraiment tout le chemin de l'air. C'est méga intéressant cette peinture. Là typiquement, on a potentiellement un décrochage de l'air vis-à-vis de la carrosserie. Parce que tu vois, là, il y a même des grosses gouttes, des espèces de traînées un peu baveuses, comme si le pinceau avait bavé. Donc ça veut dire que l'air, la peinture se fait pas emmener par l'air. Donc ça, c'est pas ouf. Typiquement, ici, tu vois vraiment tout le chemin de l'air qui se revient, qui va jusque là. Et si tu veux, ça te fait une belle couche d'air et la peinture suit un vrai chemin, tu vois. Et là, on sent que c'est très fort. Là, il n'y a pas grand-chose.
et puis après, là, il y a peut-être un décrochage. Donc après, tout ça, c'est aux ingénieurs et surtout aux aérodynamiciens d'interpréter l'écoulement de l'air s'il fait ce qu'ils ont vu pareil, à l'usine, en CFD, etc. Donc généralement, une fois que la voiture rentre au stand, on prend en photo de très près l'écoulement de l'air ou même de manière un peu plus globale pour comprendre si effectivement c'est ce qu'on voulait en tout cas et si c'est ce qu'on a vu sur la CFD, parce que ça c'est quelque chose dont on a les moyens de voir globalement. Encore une fois, hein, là je vais être tout à fait honnête, hein, on fait zéro calcul, on est sur quelque chose de juste de logique entre guillemets en termes de compréhension de comment ça fonctionne et pas de savoir si Verstappen là avec ça, juste avec ça là, moins 0,005 autour. Ça, c'est sûr. Non, on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur comprendre la méthodologie des ingés et de comment ça fonctionne à F1. Là, pareil, Alonso, donc ça, c'était ce matin. Alonso qui est parti avec des bandelettes sur les triangles de suspension inférieurs du train avant, avec des bandes et tout, qu'on va aller voir dans quelques instants. Méthode un peu à l'ancienne. J'avoue que je suis toujours un peu curieux et j'ai pas la réponse de pourquoi on voit encore ça en Formule 1. C'est des choses qu'on peut voir une fois de temps en temps, qui remontent au début de l'aviation. C'est un peu l'ancien temps. On utilise de la pelote de laine qu'on attache directement sur la carrosserie et c'est globalement la version ancestrale de la peinture Flovis qu'on vient de voir. Donc globalement là c'est la même chose. C'est pour voir dans quel sens s'écoule l'air sur un appendice en particulier. Là, elle est revenue au stand, je suppose. Pour prendre une photo de si proche comme ça, oui. À 300 km/h, c'est non. Donc là, elle est revenue au stand. Je sais pas s'ils mettent un petit peu de colle pour faire en sorte peut-être que la pelote de laine s'attache à la carrosserie quand elle revient au stand. Sinon, alors, alors ça peut être le cas, mais je trouve que je suis pas sûr que ce soit ça. Sinon, c'est effectivement, tu mets ça et tu prends une GoPro, une caméra, peu importe, qui va filmer justement comment se comportent tous ces petites peluches, pelotes de laine entre guillemets, pour regarder justement l'écoulement de l'air en direct et voir s'il y a des moments, par exemple celui-là à certains moments se retrouve à pendre vers le bas en mode c'est la gravité qui tire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air qui passe, ça veut dire que l'air ne s'écoule pas sur cette partie-là. Tu vois ce que je veux dire ? Je reprends, mais ces petites pelotes de laine, on s'en sert surtout en aviation pour comprendre à quel moment l'avion décroche et donc à quel moment il n'y a plus d'air qui s'écoule sur le dessus de l'aile typiquement, parce que c'est là où on crée de la portance. Ça se matérialise très facilement en avion. Je sais pas si tu peux aller chercher une vidéo YouTube de décrochage d'avion avec de la pelote de laine, parce que vous allez voir comment ça fonctionne et justement ça peut être intéressant. Et en fait, tant que le petit fil se balade dans une certaine direction, normalement, on est bon. À partir du moment où le petit fil arrête de se balader et commence à faire un peu la gueule et à tomber vers le sol en mode c'est la gravité qui m'attire mais plus l'air qui me pousse vers un endroit, là ça veut dire qu'on a potentiellement un problème et on a potentiellement un décrochage de l'air sur notre appendice. Mais c'est un peu l'ancien temps. En Formule 1, on préfère la Flovis, donc la peinture fluorescente. Donc là, on a tout va bien parce que vous voyez, tout est en train de se faire tirer complètement vers l'arrière par l'air qui passe par-dessus l'aile et donc qui crée de la portance. Donc là, on est nickel. Là, on n'a pas de problème. Donc là, on va voir à quel moment, en fait, l'air ne passe plus aussi vite, entre guillemets, sur l'aile. Et donc, là, tout va commencer à vibrer un petit peu. Vous voyez, il y a les premières peluches qui commencent à vibrer. Voilà. Ouh là, tout le monde commence à vibrer. Il y a de la turbulence. Ah bon, là, c'est en train de partir en couille. Donc là, en vrai, c'est un décrochage qui est gentil, hein, je pense. Donc là, tu vois, là, pareil. Là, on sent qu'on perd de la vitesse. On perd de la vitesse. Et là, au fur et à mesure, toutes les autres pelotes de laine sont en train de perdre de l'accroche, entre guillemets. Globalement, vous avez un peu l'idée de comment ça se passe. Voilà les mesures aérodynamiques qu'on prend sur les premières heures, en tout cas, des essais hivernaux, qui sont méga importantes parce qu'elles permettent de faire ce qu'on appelle de la corrélation. L'aérodynamisme en Formule 1, c'est méga important. Et donc, ça permet de savoir si ce qu'on retrouve à l'usine se retrouve dans la réalité et vice-versa. Et donc, derrière, d'aller un petit peu plus loin. Et de pouvoir faire des bonnes upgrades parce que du coup, on est certain de ce qu'on a fait à l'usine, du modèle qu'on utilise, et c'est vraiment de la méthodologie. Maintenant, après, avec ça, on va pouvoir développer des pièces et aller un peu plus loin et créer de la performance, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Pour tout le reste, en termes de développement sur de la suspension, sur de la conduite, sur tout ce qui est un peu plus mécanique, ça va être des capteurs directement sur la voiture, notamment la compression des amortisseurs, ça va être sur la garde au sol, ça va être sur plein de capteurs qu'on va retrouver partout sur la voiture, qu'on a déjà en data, en données sur le circuit directement et qu'on a chaque week-end de Grand Prix quasiment, et qui là aussi permettent de faire correspondre, et après il faut faire correspondre tout ça ensemble avec l'aéro et tout pour pouvoir continuer à fonctionner.
année. Je prends des petites questions, en tout cas les petites remarques que je regarde rapidement. Petite question peut-être trop poussée, mais je trouve pas de réponse. Est-ce qu'on peut utiliser l'air sale qu'on cherche à dégager pour se protéger dans une certaine mesure des rafales de vent qui peuvent perturber l'écoulement sous le fond plat en générant une pression suffisante autour de la voiture sans gêner en termes de vitesse de pointe? J'ai pas tout compris, mais je crois... Ok, c'est pour éviter que les rafales de vent viennent perturber le flux aéro sous la voiture. Oui, globalement, on essaie de créer des barrières de flux d'air, entre guillemets. C'est le rôle qu'avaient en tout cas les bargeboards avant 2022. C'était de créer des espèces de jupes latérales d'air qui empêchaient les rafales de vent de pouvoir venir perturber tout l'air clean qu'on a nettoyé et qui passe sous la voiture et qui crée de l'appui aérodynamique, et qui crée quasiment 50% de l'appui aérodynamique sous la voiture, de se faire perturber. Comment faire de la peinture Flovis? C'est une super bonne question, j'en ai aucune idée. Et pour la Flovis, du coup, c'est un mélange de poudre fluorescente, d'un peu d'huile légère et bien souvent de la paraffine. Et de la paraffine, exactement, voilà, c'est ça, exactement. Sur un planeur, c'est beaucoup utilisé les pelotes de laine. Oui, parce que sur un planeur, justement, pour avoir un référentiel au cas où, par exemple, ta sonde pitot pète et que du coup, tu sais plus à combien tu vas, en tout cas, tu connais plus ta vitesse R. Tu as, je crois, sur la majorité des planeurs, après, c'est peut-être pas le cas, mais tu as effectivement ce petit fil de laine qui est sur la verrière de ton cockpit et qui permet de savoir si c'est la merde ou pas, globalement. Si jamais le truc il fait comme ça, ça veut dire que potentiellement t'es en train de décrocher, que ça pue un peu la merde. Mais sur les planeurs, effectivement, t'as ça sur la grande verrière du cockpit. C'est intéressant ces petits fils parce que c'est instantané sur une ligne droite particulière, tu vois comment ils s'orientent, alors que la Flovis, c'est sur la durée que ça donne sur un tour. Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai que la pelote de laine, comme tu le dis, c'est exactement ça. C'est que ça permet de regarder en direct, et c'est pour ça que généralement quand on a ces petits fils que vous avez là, généralement on essaie de mettre une caméra pour regarder pendant toute la durée d'un tour le comportement de tous ces petits fils pour savoir ce qui se passe, alors que la Flovis, effectivement, c'est sur globalement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour t'assurer que tu es dans le sens de l'écoulement de l'air aussi. C'est sûr, c'est toujours rassurant. En effet, sur ces belles paroles, on peut refermer, je pense, tout ce chapitre sur la data, la corrélation, etc. Donc voilà, vous allez revoir ces fameuses grilles sur la saison à certains moments. Peut-être moins cette année, je pense, parce que 2026, on a un changement complet de réglementation. Donc les voitures vont de moins en moins évoluer au fur et à mesure de la saison. C'est de la mesure, elle est méga importante et il faut continuer en ce sens. Et encore une fois, les écuries qui vont vite évoluer sont des écuries qui arrivent à faire une très bonne corrélation. Les écuries qui vont amener des améliorations qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas qui ont du mal à comprendre leur voiture, peuvent avoir des problèmes de corrélation. C'est pas forcément ça, mais ça peut être en partie dû à ça.